Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREFACE, un regard interculturel sur la recherche sociolinguistique camerounaise. Voilà maintenant une dizaine d'années que mes collaborations de plus en plus étroites avec mes collègues camerounais m'ont appris beaucoup sur les dynamiques sociolinguistiques camerounaises, sur les Camerounais et sur le Cameroun en général. J'ai trouvé là un terrain et des travaux qui m'ont été précieux sur ce qui constitue le cœur de mes propres travaux, la gestion de la pluralité linguistique en contexte francophone varié, et plus largement, qui contribue de façon précieuse à la construction progressive d'une théorie sociolinguistique compréhensive de la pluralité linguistique, à laquelle je travaille avec d'autres, voire notamment Blanchet, Calvé et Robillard 2007. Je suis notamment frappé par la densité, la qualité et l'innovation de la recherche sociolinguistique menée au Cameroun par plusieurs générations désormais, la génération montante des prochains grands universitaires camerounais assurant une relève dont Jean-Benoît Tsofak et Valentin Feussy constituent ici un bel exemple. Et un exemple généreux, car ils ont suscité cette publication collective problématisée de façon précise afin de mettre en relief les connaissances produites au Cameroun ainsi que les auteurs de ces connaissances. Piloter une publication collective est un travail exigeant qui n'est pas forcément des mieux évalués par les instances universitaires. En France en tout cas, peut-être la situation est-elle meilleure au Cameroun, et je tiens d'emblée à souligner l'importance de ce travail de mise en synergie et de diffusion des recherches. Une autre chose qui me frappe est précisément la capacité des sociolinguistes camerounais et des collègues d'autres disciplines travaillant sur des sujets liés, en littérature francophone par exemple, à œuvrer de façon collective, malgré des conditions de travail souvent difficiles. Je connais trop peu le reste de l'Afrique subsaharienne francophone pour oser affirmer là une qualité plus développée au Cameroun qu'ailleurs. Mais en tout cas elle me frappe au Cameroun, et me semble plus visible, à l'international, que dans certains autres pays, à ce que je peux en estimer en observant la structuration en équipe de recherche ou les réponses aux appels d'offres internationaux notamment de l'AUF. Que cette qualité puisse, si besoin, avoir un effet d'entraînement pour développer la recherche collective en Afrique, ne serait pas la moindre de ses réussites. Je tiens pour ma part à ce que nos collaborations se réalisent par de réels transferts mutuels de compétences et notamment à ce que l'on passe, comme le disent très justement J.B. Tsofak et V. Feussy dans l'appel à contribution pour ce volume en reprenant le titre d'un article de Patrick Renaud, 1998, d'une linguistique en Afrique en général réalisée presque uniquement par des Français, des Européens, des Occidentaux, à une linguistique de Afrique, réalisée conjointement par des Africains et par d'autres. Je dis bien conjointement car ce serait commettre la même erreur à rebours que d'en exclure les collaborations internationales. Le continent africain m'est familier. D'abord parce que je travaille beaucoup au Maghreb qui est devenu depuis 10 ans un de mes terrains privilégiés, même si le Maghreb n'est pas tout à fait en Afrique du point de vue sociolinguistique et socioculturel. Ensuite parce que j'ai moi-même une expérience déjà un peu ancienne en Afrique subsaharienne, ayant vécu et enseigné dans une université nigériane et dans une alliance française, à Kano, dans les années 1980, dont j'ai tiré une étude de terrain, Blanchet, 1997. J'y ai appris le peu d'Aoussa qui me reste et surtout le broken pidgin que l'on parle là-haut, et que je m'amuse à pratiquer avec mes amis camerounais, toujours surpris et amusé de voir débouler dans mes mails ou nos conversations un « Oyo de Broda ». Enfin, parce que je suis de près les situations sociolinguistiques francophones ou non, d'Afrique subsaharienne, par les nombreux travaux que je lis, notamment et j'en remercie collectivement les auteurs ES, par les tests très fouillés que je contribue à diriger ou à évaluer lors des soutenances. Cette expérience de l'Afrique m'a surtout appris la prudence et la modestie interculturelle. 2 ans de vie au Nigeria, des passages et des rencontres au Togo, au Bénin, avec des Sénégalais, Tchadiens, Nigériens, Camerounais, etc., m'ont convaincu de l'immense enjeu qu'il y a à se comprendre entre les univers culturels et linguistiques des Africains plurilingues francophones ou anglophones, et ceux très différents des Européens, même plurilingues, dont je suis. Cette expérience a contribué à former en moi la conviction de la spécificité irréductible des contextes locaux qu'il faut toujours observer, pratiquer, comprendre en profondeur. Aussi je reste en général, et je resterai ici, très partiel sur ce que je pourrais dire des travaux réunis,
dont la part partagée avec les cadres de pensée scientifique que je connais m'est accessible, et je suis admiratif de la façon dont ces Camerounais-là se les sont appropriés là, et dont une part probablement proprement camerounaise ou africaine ou bamileke ou douala ou m'échappe plus ou moins. Ce n'est pas un désengagement, comme on pourrait le croire si l'on pense que le discours scientifique doit être universel et transparent. Je pense que tout discours, y compris scientifique, n'est au mieux que translucide car il conserve une part de contextualisation et d'humanité qui l'opacifie partiellement, pour qui n'a pas les moyens d'interpréter suffisamment les indices contextuels de ces interactions humaines. Ce n'est pas un désengagement, c'est une translucidité, le trait d'union est volontaire, consciente de ses limites et respectueuse de l'altérité camerounaise. Cette prudence, dont je sais combien elle est appréciée dans les interactions très organisées des sociétés africaines, ne doit pas empêcher les relations, les collaborations, les complémentarités. Elle doit au contraire les encourager, les faciliter. J'ai moi-même dirigé plusieurs thèses, post-doctorat et HDR de brillants chercheurs camerounais, débutants ou non, dont plusieurs contribuent à ce livre. Et je crois pouvoir dire que ce sont des relations de profonde confiance qui se sont établies, et qui ont bénéficié à chacun. L'invitation qui m'est faite à rédiger cette préface en est pour moi, un signe chaleureux. Je vois dans le présent ouvrage de nombreux apports. Un des apports transversaux est la mise en œuvre, à des degrés divers, de références sociolinguistiques, et souvent même d'une véritable posture épistémologique sociolinguistique. Cela se perçoit notamment à la description et à l'analyse de faits de langue, ordinairement caractéristiques d'une linguistique traditionnelle interne, mais réalisée ici d'un point de vue sociolinguistique, c'est-à-dire non pas une analyse décontextualisée de faits de langue en eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais au contraire dans des contextes d'usage pluriel et pour leur signification sociale. L'étude de Wefesi sur la politesse, qu'il pose d'emblée comme un phénomène interculturel, c'est-à-dire marqué par la variation interprétative, est symptomatique de ces choix. Centrée sur un item lexical à dominante francophone, presque dans divers usages camerounais, l'étude montre que l'utilisation socio-fonctionnelle de l'adverbe presque participe globalement de la créativité caractéristique des populations à Douala et au Cameroun, car la sémanthèse de presque vient d'un double niveau de lecture. D'une part un sens communément admis, d'autre part un sens qui ne peut être perçu que dans l'interaction, construit sans aucune préoccupation de conventionnalisation. Car même sur un mot, un seul, le sens émerge prioritairement de la prise en compte des éléments du contexte discursif. On retrouve ce même programme scientifique dans les diverses études qui font ici se croiser des terrains complémentaires, sur les qualificateurs amplificateurs chez Bernard Mulot-Ferenckia, où l'exemple inattendu de Chocolastique vaut son pesant d'arachide, chez Venant et Londou sur les enseignes urbaines riches de pluralité linguistique à Yaoundé. La façon dont V et Londou citent ces enseignes est déroutante. On s'attend avec nos habitudes de découpeurs de langue, à ce que les éléments de ces enseignes relevant de langues distinctes soient signalés comme tels. Ce n'est pas le choix de l'auteur, comme on peut le voir dans l'exemple suivant. Quand le pressing devient un art star pressing nettoyage à sec blanchisserie linge individuel linge communautaire linge d'hôtel linge d'hôpitaux linge de maison individual wear community wear hotel closing decoratory closing carpets Custin welcome satisfaction Punctuality price number 1 textile care agence Obili branch. Je crois qu'il a raison de le présenter ainsi, car rien n'autorise a priori à considérer qu'il y a là, du point de vue du contexte camerounais francophone-anglophone, franc-anglophone 3, hyper-plurilingue, plusieurs langues différentes. Une enquête de réception serait d'ailleurs utile à ce sujet. La conclusion de B. Ferenckia. On sera certainement amené à constater le recours de plus en plus remarqué aux formes hybrides, surtout dans la communication électronique et en milieu urbain, trouve là une confirmation solide. L'étude de Jean-Benoît Tsofac sur la ville de Tchang apporte des éléments supplémentaires à l'étude de la pluralité sociolinguistique camerounaise en se penchant sur les traces de la colonisation allemande, pourtant de relativement courte durée, qui montre l'apparemment extraordinaire, mais en fait la très ordinaire, capacité de fusion linguistique des Camerounais. Cette capacité est évidemment étudiée en ce qui concerne l'émergence, bien connue désormais, des pratiques linguistiques dites franc-anglaises ou cam-franglaises selon les auteurs. Asimo Suop revient sur ce mixage dont elle tire 3 conclusions précieuses à mes yeux.
Si l'on considère qu'une langue est un ensemble de pratiques et de représentations, Calvet 1999, on comprend que Ferral 2008 aboutissent à une définition minimaliste selon laquelle est cam franglais, ce qui est considéré comme tel par les Camerounais francophones. Par beaucoup d'aspects, le cam franglais reste proche des formes usuelles du français. Ce type de modalisation contribue à la construction endogène des normes du français et influence les représentations sur ces dernières. Au regard de l'hybridation des camfranglismes lexicaux avec des morphèmes français, désinence de l'imparfait par exemple, parlera-t-on de simplification ou de complexification ? Elle touche là à 3 questions fondamentales de tout programme de recherche sociolinguistique. Les critères d'identification des pratiques voire des unités socio-linguistiques, les dynamiques des normes, le type d'analyse que l'on peut faire de ces changements linguistiques par mixage aboutissant potentiellement à l'émergence de nouvelles unités, que l'on appelle ordinairement langue ou dialecte ou parler, etc., et que j'appelle unité multiplexe sociolinguistique, confère. Blanchet 2007. Au-delà des critères de définition rappelés par C. de Ferral auxquels je souscris pleinement, mais que personnellement je compléterai par un critère d'hétéro-identification. 4. Il me semble que l'un des éléments les plus instructifs de cette analyse d'Aswop est la mise en relief de la domination d'une norme francophone sur des formes anglophones dans le contexte camerounais. Cette domination est en effet contradictoire avec les représentations circulantes de la domination mondiale de l'anglais sur toutes les autres langues, y compris le français situé pourtant juste en dessous comme deuxième langue mondiale. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par celle d'Erika Anchimbe sur les représentations contradictoires dont font l'objet les pratiques camerounaises de l'anglais, lorsqu'il signale « The Redefinition of Standard of English by Francophone » au Cameroun. Comme quoi, un contexte a toujours ses spécificités. L'approche sociolinguistique, et même plus largement sociolangagière, est également illustrée par l'étude de Gigi Rousseau Tandia Moifou sur la corruption comme fait de discours. Cette étude présente au moins 2 intérêts à mes yeux, celui de poser une pratique sociale et partant l'ensemble des pratiques sociales, comme relevant des discours, autrement dit, que ce sont les discours qui construisent le social, celui d'étudier de façon fine les rituels communicationnels qui organisent les pratiques de menue corruption au quotidien, avec là aussi la mise en relief des aspects contextuels socioculturels de l'interprétation de ces signaux. On imagine aussitôt, bien sûr, les malentendus interculturels qui peuvent surgir dans des interactions entre des acteurs sociaux connaissant les significations situées de ces signaux, et d'autres les ignorant. Cet ouvrage centré sur les contextes urbains ne néglige pas les contextes qui semblent relever du non-urbain, du rural. La plupart des travaux en sociolinguistique urbaine, à l'instar de ceux de Thierry Bulot, ont montré que les normes sociales, voire les formes sociales, de l'urbanité ne sont pas ou plus propres à ce que l'on appelle habituellement la ville, et qu'elles concernent aussi, hors des villes, des espaces ruraux urbanisés. Les 2 analyses complémentaires de Gabriel Mba et de Paul-Mireille Ngo Mbaye le relèvent également au Cameroun. D'une part, parce que les pratiques linguistiques traditionnellement ancrées dans des microzones rurales sont transportées en zone urbaine par les mobilités des locuteurs, où elles font l'objet de transformations, de reconfigurations, au contact des pratiques linguistiques urbaines qu'elles alimentent à leur tour. Et d'autre part, parce que lorsque les jeunes notamment usagers partiels de ces langues urbanisées, ont à les réutiliser en contexte rural, ils y transportent avec eux ces changements. L'auteur porte sur ces dynamiques un regard chargé de regret, et propose un soutien à la transmission de ces pratiques linguistiques en milieu urbain. C'est à l'inverse, en zone rurale et à partir d'un corpus théâtral, que PMNGO Mbaye étudie la façon dont les normes sociales, y compris sociolinguistiques urbaines sont acquises et sont devenues HE accent aigu GE accent aigumonique. Elle constate elle aussi la pénétration des pratiques urbaines en contextes ruraux. Posant la pertinence de la littérature francophone comme caisse de résonance des dynamiques sociales et plus encore des dynamiques sociolinguistiques, elle met en lumière les pratiques urbanisantes du contexte rural dans une logique de mobilité effective et symbolique des personnages de Géoyono Mbia. Et comme l'apparence physique et les mœurs des citadins sous-entendent l'Europe, elle-même métonymiquement représentée par la ville camerounaise, l'auteur en conclut: il n'y a donc plus a priori de frontières objectives, de limites spatiales et langagières entre ces 2 lieux, ruraux et urbains,
ce qui ouvre la porte à une mobilité symbolique vers le monde. Cette ouverture vers le monde appelle en retour une appropriation contextualisée du monde. C'est un peu ce que montre Flora Amabiamina en étudiant, dans une littérature francophone camerounaise actuelle, L'homme qui m'offrait le ciel de Calixte Beyala, 2007, et Je vois du soleil dans tes yeux de Nathalie Etok, 2008. La reterritorialisation du français, la vernacularisation littéraire du français au Cameroun et partant dans l'ensemble du monde francophone, africain notamment. Ce phénomène n'est pas nouveau en littérature francophone africaine et maghrébine. Mais il me semble intéressant de constater qu'il se poursuit au XXIe siècle, en empruntant les mêmes voies, similaires au demeurant à celles de l'oralité étudiée plus haut par Ferenckia, par exemple au niveau lexical. Attribution de sens spécifique à des mots ou des expressions, calque de tournures issues de langues camerounaises autres, emprunt et alternance, avec ici encore irruption de ce cam franglais décidément en phase d'expansion, création, comme le magnifique boubouté construit sur cravaté ou le très fort sidané. Une des marques de la contextualisation de tout point de vue, y compris de chercheurs scrutant pourtant intensément les phénomènes, se voit dans le fait que l'auteur considère ici comme des camerounismes des formes qui sont parfois depuis très peu de temps d'ailleurs, répandues en français de France et probablement circulantes via les médias, comme foutage de gueule ou le plus ancien cravaté. On remet ici le doigt sur la double dynamique dont parlait Vefeusi dans le premier texte de ce volume, la perception commune et la perception locale des usages francophones pluriels. Les deux dernières études de ce volume, bien que portant sur des corpus littéraires, s'inscrivent pleinement dans l'axe scientifique commun puisque, comme l'écrit F. Amabiamina, la grille qui permettra la lecture de ces singularités linguistiques relèvera principalement de la sociolinguistique qui étudie le rapport de la langue au contexte qui la produit et la reçoit. J'ajoute à ma lecture de ces textes qu'ils réunissent au total une bibliographie très riche sur la situation camerounaise et sur les cadres dans lesquels elle peut être analysée, ce qui en achève d'en faire un volume de référence. Il y a de mon point de vue dans ce volume des textes qui emportent davantage mon adhésion que d'autres, les plus franchement sociolinguistiques dans leur positionnement théorique évidemment, mais tous sont instructifs et l'apport d'ensemble est de premier ordre. REFERENCES bibliographique. Blanchet, Ph. 1997, Constitution d'un jargon et contact de langue. Quelques données sur le parler de la colonie française de Kano, Nigeria, dans Cahier de l'Institut de linguistique de Louvain, numéro 23, pp 101-111. Blanchet, Ph. 2007, Quel linguiste parle de quoi, à qui, quand, comment et pourquoi? Pour un débat épistémologique sur l'étude des phénomènes linguistiques, dans un siècle après le cours de Saussure, la linguistique en question, Carnet de l'atelier de sociolinguistique numéro 1, l'ESCLAP, Université d'Amiens, revue en ligne, http://www.u-picardie.fr/l'esclap/spip.php. Article 172 fermante 66 pages. Blanchet, Ph. Calvet, L.J. et Robillard, D. 2007, un siècle après le cours de Saussure, la linguistique en question, l'Harmattan Paris, en ligne sur http://www.u-picardie.fr/l'esclap/spip.php. Rubrique 55 fermant. Ferral, c'est de dire, 2009, les noms des langues en Afrique subsaharienne. Pratique, dénomination, catégorisation Peters, Louvain. Introduction, l'URBANITE, LANGAGIERE, en question. Penser autrement la recherche, sociolinguistique camerounaise 5. Ce volume et l'ensemble des contributions qui le structurent sont le fruit d'une longue expérience de recherche de leurs auteurs, mais aussi d'une bonne connaissance du terrain camerounais pour ce qui est des pratiques linguistiques en contexte plurilingue ou pluriculturel. Il était temps en effet de passer, comme l'a si opportunément annoncé Patrick Renaud, 1998, et repris par Dorier April et Van den Haven 2002 sur 151, d'une linguistique en Afrique, celle-là qui s'est bornée à appliquer à la situation linguistique africaine des méthodologies et des approches construites ailleurs dans d'autres contextes socioculturels et qui est surtout attachée à tracer des frontières entre systèmes linguistiques, nommés langues, à les décrire chacun de manière autonome et à les cartographier, à une linguistique de l'Afrique plus adaptée contextuellement et plus proche des réalités du terrain.
Il s'agit en fait d'une linguistique qui prenne en compte l'hétérogénéité et la variation comme étant constitutives des pratiques langagières, entre les langues, en contexte de pluralité. On le sait, la variation en linguistique ne renvoie pas seulement à ces trivial matters dont parlait Labov 1976, mais à des matters on concern Latour 2006, ce qui suppose des choix conscients et assumés, revendiqués par les différents acteurs sociaux dans leur rapport aux langues. L'analyse des représentations à travers des discours épilinguistiques ainsi que des pratiques observables et contextualisées va ainsi devenir un focal des réflexions, et l'on est là devant une nouvelle vision de la socio-linguistique qui ne se contente pas seulement des descriptions paresseuses, mais des analyses contextualisées de type ethno-sociolinguistique ou altéro-réflexif découlant des pratiques sociales réelles des locuteurs. C'est bien dans cette perspective qu'émerge aujourd'hui une sociolinguistique dite urbaine qui, dans ses positionnements théoriques et épistémologiques, Calvet, 2005, Bulot et Beauvois 2004 et Gasquet-Cyrus, 2002, s'affirme progressivement comme un champ d'investigation et de questionnement promoteur. Cette sociolinguistique s'est fixée comme objectif l'analyse des pratiques linguistiques dans les villes, et dans une large mesure des contextes urbains ou ruraux urbanisés, confère Paul Mireille Ngo Mbaye ici même, en ce que ces contextes sont producteurs de normes de toute nature qui en retour produisent également des contextes de nature diverses et complexes parce que le modèle culturel urbain est quasi consacré par la prégnance de la cité sur le pays. Labridi et Bulot 2009/11. On concevra la ville dans son acception la plus théorique non plus seulement du point de vue de la morphologie spatiale, mais plus encore comme une matrice discursive 6, Bulot 2003, qui met en avant non seulement les rapports entre espace et langue mais aussi la mobilité, la motilité, spatiale, voire spatio-linguistique qui agit à la fois sur les comportements et les représentations sociolinguistiques. Les villes sont à cet effet des lieux de langue, des lieux même de l'hétérogénéité linguistique où se confrontent, se côtoient, s'apparient des groupes langagiers, voire ethniques. Mais plus encore que cela, elles sont une mise en mots du rapport entre langue et espace, du rapport entre l'usage social de la langue et l'espace qui lui est attribué, Bulot 1999/16-17. De ce point de vue, il va sans dire que le terrain camerounais n'a pas encore été questionné de manière spécifique. Les recherches engagées jusque-là sur ce terrain n'ont pas encore été suffisamment mises en rapport critique avec l'urbanité, l'urbanisation, voire le confinement linguistique, Bulot 2009/3. Depuis les travaux de l'équipe IFA et IFACAM, presque toutes les descriptions des pratiques linguistiques dans des lieux et espaces de ville s'évertuent à adopter l'approche différentielle, en mettant en valeur emprunt, interférence, calque, etc. Des phénomènes qui permettent encore de considérer la langue standard, le français par exemple, comme la référence, une langue monocentrique perçue comme ne variée tour 7. Dans cette condition, les spécialistes de langue ne seraient plus alors que de simples linguistes consonnes-voyelles, pour reprendre cette expression détonnante de Calvet et Moussirou Mouyama 2000/4. Ce choix épistémologique et les modélisations subséquentes ont eu pour incidence d'opacifier les pratiques des langues dans ce pays par essence plurilingue et pluriculturel, et plus particulièrement, dans les lieux les plus dynamiques que sont les villes dont on sait depuis la théorie sociologique de l'école de Chicago, Grafmeyer et al., 1992, qu'elles sont de véritables laboratoires sociaux, le lieu même de la déconstruction de pratiques complexes, innovantes et fluctuantes. Dans la tradition linguistique depuis l'époque coloniale en effet, les langues ont été perçues comme des objets analysables objectivement en tout temps et en tout lieu. Une lecture de Blanchet, Calvet et Robillard 2007 montre pourtant que ce choix traduit une perspective monolithique, monocentrique et figée, dissociée de pratiques sociales. Ne dit-on pas que la langue est sociale ? Comment en concevoir dès lors une étude décontextualisée ? Si le rôle du scientifique est de faciliter la compréhension-traduction de la société, dans toutes ses dimensions, au nom de quoi le linguiste choisirait-il d'exclure de son étude les dimensions socio-psychologiques et culturelles qui sont, à bien réfléchir, les socles de toutes les productions linguistiques ? Pourquoi donc continuer de considérer comme modèle la langue standard, définie et conçue par des chercheurs comme un fantasme, Robillard 2003 ? Pourquoi stabiliser la variation en supposant qu'elle ne s'opère que sur le plan des formes linguistiques ? L'urgence est donc pressante de concevoir les faits de langue et partant, de faire la sociolinguistique autrement sur le terrain Cameroun, africain dans une large mesure,
dont la spécificité exige de nouvelles compétences. Les premières ébauches de réponses à ces questionnements sont l'objet premier de ce volume qui pose ainsi, dans une perspective pluridisciplinaire, linguistique, sociolinguistique, urbaine, littéraire, confrontant des regards et des postures, mais aussi des terrains, voire des corpus divers, les bases de ce que serait une urbanité langagière 8 au Cameroun tant dans ses reconfigurations que dans ses complexités, voire ses recontextualisations. Il est aussi question de donner l'occasion aux contributeurs que nous tenons d'emblée à remercier, de livrer leurs représentations vécues ou senties, leurs expériences aux pratiques de langue et culture au Cameroun, de réfléchir sur les représentations sociales et linguistiques de différents acteurs sociaux à travers différents discours épilinguistiques, locuteurs, politiques et chercheurs, dans le respect d'une dynamique fondée sur des perspectives constructivistes, et tout ceci dans l'optique de la construction progressive des apostrophes. Une théorie sociolinguistique compréhensive de la pluralité linguistique, confère Philippe Blanchet ici même. Cette pluralité peut ici s'observer à travers une imbrication de différentes approches, qui sous-tendent les textes de ce volume. Citons entre autres l'usage de questionnaires Farenkia, Anchimbe, d'entretiens semi-directifs Farenkia ou compréhensifs Feussy, mais surtout de l'observation qui fédère toutes les études de terrain Feussy, Farenkia, Tandiamwafu, Elondou, Mba et Tsofak. Les corpus non sollicités en termes de ressources documentaires Tsofak, de communication électronique, Farenkia, d'affichage, Elondou, paraissent également importants. Cette pluralité de méthodes reflète la multitude de postures qui caractérisent le quotidien scientifique ou ordinaire des Camerounais. Cet ouvrage voudrait donc se présenter comme une mise en scène scientifique de cette alchimie qui permette que dans les interactions, l'on réussisse presque toujours à développer des stratégies dont la finalité est de tirer avantage de situations. Nous voulons dès lors capitaliser cette compétence d'adaptation dans la recherche, en donnant la parole aux chercheurs, mais également aux différents acteurs sociaux dans une logique si chère à la Tour 2006/62, qui précise que, pour des raisons scientifiques, politiques et même morales, il est fondamental que les enquêteurs ne définissent pas à l'avance et même à la place des acteurs ce que sont les composantes du monde social. À la différence des approches structurales, nous voulons accorder une priorité à la souplesse méthodologique en insistant sur l'activité du chercheur comme acteur interprétant car comme le dit Amabiamina, ici même, toute production ordinaire ou scientifique est un travail de fabrique. Comment comprendre le travail de ce dernier ? Une réponse assez claire à cette question peut être le rôle d'artisan dont parle Robillard, 2003/227. Cela soulève la problématique de la place du chercheur qui, à la manière de l'araignée qui doit elle-même tisser sa toile avant de s'y installer, participe nécessairement de sa recherche. Les différentes techniques d'enquête exploitées dans les contributions montrent qu'à chaque fois, même si l'intention est d'extirper les virus linguistiques, Mba, ici même, le chercheur se base sur des interactions entre les enquêtés mais aussi parfois entre les enquêtés et lui-même. Bien qu'elle soit peu revendiquée, la prise en compte de cette dernière dynamique paraît centrale dans l'activité de recherche. Moise affirme avoir fortement conscience de raconter des bouts de monde en fonction de ce qu'elle est. Heller et Moise, 2009/19. Il s'agit dès lors de comprendre que toute recherche est à la base le fruit d'une réflexivation, même si on peut choisir de ne pas en faire état pour des raisons précises parfois inavouées. Toutes les contributions présentées ici revendiquent l'ancrage sur des terrains variés. Mais si la connaissance qu'on a du terrain dépend en particulier du discours construit sur lui, d'imbrication, d'interrogation qui mettent en lien les techniques de production utilisées, bref les différents principes qu'ils soient épistémologiques, théoriques ou politiques ayant sous-tendu leur production, Bertucci 2009/50-51, on comprendra facilement que la recherche soit une activité de tissage de liens entre soi et l'apostrophe autre puisque le chercheur, dans son travail, se posera régulièrement des questions sur comment il a fait. Cela lui permet non seulement d'avancer, mais de prendre en compte la dynamique évolutive des observables linguistiques. C'est dire que le travail du chercheur interprétant du social pourrait participer de la résolution de conflits, à condition qu'il privilégie une approche basée sur une posture qui implique et présuppose à la fois une attitude d'ouverture, d'éveil et même de curiosité pour mettre en question l'évidence de ses propres situations et expériences, Guillaumin 2009/93. L'un des objectifs de ce volume est donc d'amener les collègues à dépasser le cadre de l'analyse purement systémique 9,
pour recentrer les recherches sur le tissage de liens entre langue, contexte, locuteur voire entre des disciplines, puisqu'en tant qu'activité humaine, aucune langue ne peut prétendre en une existence autonome, étant entendu que la communication n'est pas l'unique rôle de la langue. Elle est aussi un facteur de repositionnement social, relationnel ou discursif dans le cadre des interactions diverses, et plus encore, un facteur de discrimination, de ségrégation et voire de relégation, mais aussi d'agrégation socio-spatiale qui engage là la sociolinguistique et le chercheur dans le boulevard de l'intervention et de la militance sociale dans la perspective de la durabilité urbaine. Non pas que ce dernier soit simplement et toujours ce pauvre mécanicien, selon une métaphore bien connue, qui n'est en sa possession que sa boîte à outils pour monter et démonter la langue, mais qu'il soit aussi et à la fois linguiste et citoyen. Non pas linguiste pendant la semaine et citoyen les jours de sabbat, mais linguiste et citoyen en tout temps, dans l'espace-temps de la vie scientifique. Musiru Muyama 2008, 325 à 326. C'est cette diversité qu'il faudrait désormais afficher en revendiquant le côté alter-réflexif de nos pratiques de recherche et de vie, puisqu'à elle seule, elle permettrait de fédérer toutes les tendances d'analyse interprétative, à condition qu'on fasse le choix d'assumer son altérité dans ses témoins, dans les résultats de sa recherche, dans ses collègues, bref dans toutes les relations qui auront participé de la recherche. Voilà quelques-uns des gages de l'efficacité de la recherche en linguistique, celle faite non pas pour la fabrication d'une carrière de linguiste, mais une linguistique interventionniste construite pour les hommes et pour la société. Pourquoi ne pas enfin oser briser les chaînes, les fers, poser sur la vision scientifique des phénomènes de langue en Afrique pour notamment s'affranchir de la représentation étroite du syndrome de Jéricho, afin de casser la baraque de la sociolinguistique comme le prédisait L.J. Calvet 2004. Il était temps enfin de rompre les scellés et d'ouvrir les boîtes noires de la discipline comme l'a fait Musiru Muyama 2008, en ouvrant celle de L.J. Calvet, et cette posture mérite bien ce questionnement. La langue est-elle une invention des linguistes ? Il n'est pas question de cracher dans la soupe scientifique et méthodologique dont nous nous sommes nourris en tant qu'étudiants, mais de contribuer modestement et à notre façon, à cette réflexion dont la tendance est de dresser un état des lieux, mais surtout de proposer des pistes susceptibles de sortir la recherche et donc la sociolinguistique de la torpeur postcoloniale, 50 ans après les indépendances. REFERENCES bibliographique. Bertucci, Monsieur 2009, Place de la réflexivité dans les sciences humaines et sociales, quelques jalons, dans Réflexivité herméneutique. Vers un paradigme de recherche, Cahier de sociolinguistique numéro 14, pp 43-55. Bulot, T. 1999, Introduction, La dimension glottopolitique des villes, dans Langue urbaine et identité. Langue et urbanisation linguistique à Rouen, Venise, Berlin, Athènes et Mons, Paris, L'Harmattan, pp 13-17. Bulot, T. 2003, Matrice discursive et confinement des langues, pour un modèle de l'urbanité, dans Cahier de sociolinguistique numéro 8, pp 99-110. Bulot, T. 2009, Introduction, sociolinguistique de l'urbanité et intervention, dans Sociolinguistique des zones créolophones. Cahier de linguistique 34-demi, pp 3-8. Bulot, T. et Beauvois, C. 2004, Présentation générale. La sociolinguistique urbaine, une sociolinguistique de crise ? Première considération dans lieu de ville et identité, Perspective en sociolinguistique urbaine, L'Harmattan, Paris, pp 7-12. Calvet, L.J. 2004, Essai de linguistique. La langue est-elle une invention des linguistes ? Plomb, Paris. Calvet, L.J. 2005, Les voies de la ville revisitées. Sociolinguistique urbaine ou linguistique de la ville ? Dans Signalétique et signalisation linguistique et langagière des espaces de ville. Revue de l'Université de Moncton 36, Moncton, pp 9-30. Calvet, L.J., et MOUSSIROUMOUYAMA, A. 2000. E accent aigu DS. Le plurilinguisme urbain, collection Langue et développement. Didier Érudition et Institut de la francophonie, pp 11-30. Cavalli, Monsieur et Descostes, sous-presse. L'éducation plurilingue et interculturelle entre langue de scolarisation et pluralité linguistique, dans Hétérogénéité sociolinguistique et didactique du français. Contexte francophone plurilingue, Cahier de linguistique 2009, 2. DORIERAPRILLE et Van den Haven, C. 2002,
Usage toponymique et pratique de l'espace urbain à Mopti, Mali. Dans Marge linguistique 3, Saint-Chamas, Paris, pp 151 à 159. Fry, H. 1993-1929, La grammaire des fautes, Slatkin reprint, Genève, Paris. GASQUETCYRUS, Monsieur 2002. Sociolinguistique urbaine ou urbanisation de la sociolinguistique? Regard critique et historique sur la sociolinguistique, dans Marge linguistique 3, Saint-Chamas, Paris, pp 54 à 72. GASQETCYRUS, Monsieur 2008, Ni Dieu, ni maître, mais des gens qui parlent, la linguistique affranchie de Louis-Jean Calvet, dans les boîtes noires de Louis-Jean Calvet, écriture, Paris, pp 79 à 98. GRAFMAYER, Y et al., 1992, L'École de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine, Aubier, Paris. Guillaumin C. 2009, La réflexivité comme compétence. Enjeu des nouvelles ingénieries de la formation, dans Réflexivité herméneutique. Vers un paradigme de recherche. Cahier de sociolinguistique numéro 14, pp 85 à 101. Heller, Monsieur et Moise C. 2009, Conversation. La co-construction d'un positionnement interprétatif, dans Réflexivité herméneutique. Vers un paradigme de recherche, Cahier de sociolinguistique numéro 14, pp 13 à 25. LABOV, W, 1976, Sociolinguistique, Minuit, Paris. LABRIDY, L et Bulot T, 2009, Fort-de-France mise en mots. Hiérarchisation des langues et des espaces, dans Sociolinguistique des zones créolophones. Cahier de linguistique 34 demi, pp 9 à 32. Latour, B. 2006, Changer de société, refaire de la sociologie, La découverte, Paris. MOUSSIROUMOUYAMA, A. 2008, Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet, écriture, Paris. MOUSSIROUMOUYAMA, A. 2008, La ville, horizon des possibles en sciences du langage, Les leçons de la francophonie. Dans les boîtes noires de Louis-Jean Calvet, écriture, Paris, pp 323 à 338. Renaud P. 1998, L'intervention du verbe, d'une linguistique en Afrique à une linguistique de l'Afrique, dans Fait de langue, les langues d'Afrique subsaharienne 11 à 12, Offris, Paris. Robillard D. de 2009, Réflexivité, sémiotique ou herméneutique. Comprendre ou donner signification. Une approche profondément anthropolinguistique. Dans Réflexivité, herméneutique. Vers un paradigme de recherche, Cahier de sociolinguistique numéro 14, pp 153 à 175. Robillard, D. de 2003, Français variation, représentation, quelques éléments de réflexion, dans Cahier du français contemporain, numéro 8, pp 35 à 61. Chapitre 1 Quantitatif et ou relationnel. Presque de la politesse 11. La politesse peut être considérée comme un ensemble de comportements sociaux entre individus, dans le but de dévoiler une reconnaissance à autrui. En ce sens, elle facilite les rapports sociaux en permettant à ceux qui en usent d'avoir des échanges respectueux et équilibrés. Être poli serait donc faire la démonstration de son éducation et de son savoir-vivre, mais surtout étaler discursivement son degré d'intégration dans une communauté sociolinguistique. En ce sens, la politesse devient une pratique interculturelle. Avec les dynamiques urbaines, elle prend des configurations parfois insoupçonnées, villes et langues étant parfois prises dans une dynamique de plasticité en regard des usages des différents acteurs urbains. Au Cameroun en tout cas, les langues, les cultures et les conceptions des rapports sociaux se croisent et s'enrichissent mutuellement, pour donner naissance à une hybridation des codes de la politesse, à un télescopage des normes, bref à une politesse à la camerounaise qui subit les contraintes du milieu socioculturel et linguistique. Mulot-Ferenckia 2008/2. Cet article se propose de questionner une des manifestations linguistiques de cette plasticité dans une logique qui considère que tout choix énonciatif est relationnel. Elle voudrait s'appesantir sur une manifestation des contacts de langue et de culture, en décrivant quelques comportements langagiers en lien avec leur contexte de production, ce qui suppose la prise en compte des dimensions affectives et identitaires qui les accompagnent. Moore et Castellotti 2008/12-13. Il s'agit de phénomènes apparemment anodins pour tous les membres de la communauté linguistique doualaise construits autour de l'adverbe, presque, dans des usages polysémiques. Après avoir fait le point sur des considérations méthodologiques,
notre réflexion analysera la valeur de quantité de cet adverbe, ce qui nous aidera à mieux comprendre par la suite ses usages endogénéisés. Nous verrons alors que presque ayant valeur de politesse s'inscrira dans une dynamique contextuelle qui considérera que la politesse linguistique au Cameroun révèle des compétences plurielles des locuteurs. Considération méthodologique. Cette réflexion a été élaborée sur la base de participation observante selon une tradition ethnographique classique, Coulon, 1997. J'ai ainsi communiqué avec les acteurs observés, partagé leurs expériences. En effet, presque tous les énoncés analysés viennent d'échanges dans lesquels j'ai été impliqué d'une façon ou d'une autre. C'est dire que je me suis inspiré de situations de la vie quotidienne, hors de toute situation explicite et formelle d'enquête, Blanchet 2000/41. J'ai usé de notes, de ma mémoire pour reconstruire certaines formulations et surtout pour reconstituer certains contextes énonciatifs. Une fois mes énoncés produits, j'ai organisé un jury de validation constitué de 9 équipes comportant entre 7 et 14 personnes chacune, composées de mes étudiants 12 de niveau I pour 6 groupes. Les autres 3 groupes comprenaient des personnes d'âge et de sexe variés, rencontrées dans un café en début d'une réunion autour d'un barbecue à la maison, à Douala. Leur rôle a été de parcourir avec moi les différents éléments du corpus, d'en éliminer ceux qui leur semblaient incompréhensibles. Parfois, certains d'entre eux ont effectué des propositions validées par les autres membres du groupe S. C'est dire que tous les phénomènes décrits dans cet article ont été reconnus par au moins un des groupes constitués, comme un discours intelligible à Douala. Mettre en place une instance de validation sociale des phénomènes produits relève d'une dynamique qualitative construite en partie sur l'acceptation interne, Mukieli, 2002/9. Ces choix ont permis de relever entre autres un sens quasi toujours partagé de presque, sa valeur de quantité. Presque de quantité. Partons des usages suivants. 1. Mon devoir est presque terminé. 2. La Go la hâtera toute la nuit, elle est presque épuisée. 3. Pierre et Ngo Mandog n'ont presque plus envie de se parler. 4. Pourquoi y a-t-il autant de poussière dans cette maison? Patricia ne l'a presque pas nettoyée. En 1, le locuteur indique que le travail est pratiquement à la fin. En 2, la Go, fille, a tellement travaillé qu'elle est fatiguée à l'extrême. En 3, les relations entre les deux amoureux sont près d'atteindre le point de rupture. Il en est de même en 4, où le locuteur indique que la maison est relativement sale. Dans ces usages, presque est un adverbe de quantité qui signifie qu'une prédication n'atteint pas le degré où elle serait pleinement appropriée, mais qu'elle s'en approche de si près qu'elle en est comme équivalente. Il s'agit alors d'un usage synonymique à peu près, à peu de choses près, quasi, quasiment. C'est un peu la même valeur qui émerge de l'exemple suivant. 5. Ce voisin est faroteur, mais absent, parti presque, son travail l'y oblige. Le locuteur relativise l'absence constatée du référé qui est pratiquement toujours en voyage, dans un usage où presque sert à corriger une affirmation, mais sans l'infirmer. En sa valeur de quantité, l'adverbe invariable presque renvoie à des usages aussi classiques. Étymologiquement, il vient de près plus de, et veut dire à peu près, synonyme de quasiment. Avec les comportements langagiers au Cameroun, cette valeur n'est pas la seule car elle n'est pas normalisée. Une question de normaison? Partons des constructions suivantes. On se rend dès lors compte que jusqu'à un certain point l'adverbe presque a une pluralité d'usages à Douala. En fait, on a l'impression que les différents locuteurs l'exploitent pour traduire des réalités qui n'ont parfois rien à voir avec la valeur de quantité. On comprendra alors la certitude de la négation, le ton assuré de la ménagère en 8, l'hésitation de la locutrice en 11, qui est dans le dressing en train de fouiller dans tous les vêtements, ou bien la spontanéité de la visite de Florence, 12, sorte de l'ordinaire. Pour tout membre de la communauté des locuteurs, il faudrait simplement se référer au contexte. En 7, par exemple, il permet au locuteur de relativiser le retard de son collègue auprès du supérieur hiérarchique. Par cet usage, elle peut réussir à amadouer le patron. Toutefois, c'est une pratique hautement risquée car le chef pourrait comprendre sa manœuvre. Son choix deviendrait subséquemment une faute professionnelle avec toutes les implications négatives que cela implique.
C'est dire que le sens émerge prioritairement de la prise en compte des éléments du contexte discursif, ce qui révèle simultanément une valeur communicationnelle. Comment comprendre alors que le même terme réfère à des dimensions aussi contradictoires que la certitude, 8, et l'hésitation, 11 ? Il faudrait se tourner vers le contexte discursif qui permettrait de valider ces productions. Il s'agit ainsi de comprendre que loin de constituer des écarts par rapport à une éventuelle norme classique, ces usages relèvent de choix de locuteurs et fait partie de processus de normaison 13. Cela permet d'inscrire les discours des différents participants dans une logique relationnelle. La valeur accordée à un usage dépendant dès lors des enjeux en contexte et de leur capacité à appréhender. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.